Alors, donc, merci pour votre intérêt au sujet de nos webinaires. Merci beaucoup à Clémence Pouclet d'avoir accepté de nous présenter donc, ce sujet qui est tout à fait passionnant. Alors, Clémence Pouclet est éco-conseillère et elle s'est spécialisée sur les questions de santé environnementale. Elle a aussi été facilitatrice dans un certain nombre d'écoles, donc elle connaît très bien aussi le processus de concertation Cours Oasis à Strasbourg. Donc elle était tout à fait désignée pour nous proposer sa réflexion et ses analyses concernant donc le lien entre la démarche Oasis et cette approche dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc de santé globale, One Health en anglais, qui allie les préoccupations liées à la santé humaine aux préoccupations de santé de l'environnement, de bonne qualité de l'environnement, qu'il s'agisse des animaux, des végétaux, des écosystèmes. Alors, juste pour démarrer, donc pour me présenter, donc pareil, hein, Séverine l'a déjà un peu fait, donc je vais rapidement, mais en tout cas, moi, j'ai une formation à la base donc de master en environnement et développement durable à Sciences Po. Et puis, j'ai fait la formation proposée par l'association Éco-Conseil, donc ELINSA à Strasbourg, donc le master spécialisé éco-conseiller. Et à part la suite, j'ai fait également 2 diplômes universitaires complémentaires, un en intervenante en éducation et promotion de la santé et un autre sur le thème santé respiratoire et habitat. Donc pour voilà, me spécialiser un peu plus, notamment dans le domaine de la santé environnementale. Donc en 2014, j'ai co-créé avec une autre éco-conseillère un cabinet de conseil de formation d'accompagnement de projets en santé environnementale, donc au sein de la coopérative d'activité et d'emploi Antigone à Strasbourg, donc qui s'appelle La Vie en Vert. Et donc aujourd'hui, cette activité-là, depuis fin 2023, elle est transmise à une autre éco-conseillère parce que moi, j'ai quitté la région Alsace. Mais en tout cas, voilà, pendant 9 ans, donc en Alsace, j'ai accompagné pas mal de projets autour de ces sujets-là, notamment 4 écoles dans la transformation, dans la concertation en tout cas pour la transformation de leurs cours en cours Oasis. Et puis également donc, beaucoup de formations professionnelles sur les thématiques de santé environnementale, des ateliers pratiques, des conférences, des stands, voilà, beaucoup de choses autour de ces sujets-là. Alors, on va voir au niveau de cette présentation. Donc, ça va être divisé en 3 parties. Donc, d'abord, on va essayer de comprendre du coup qu'est-ce que c'est que la santé environnementale et ce concept une seule santé. Et puis, on va voir un peu le lien avec donc, la Cour Oasis. Donc, d'abord, le lien entre Cour Oasis et santé humaine. Ensuite, on verra par rapport au lien avec la santé animale. Et on terminera sur le lien avec la santé végétale parce que vous verrez donc tout à l'heure sur la définition du concept qu'une seule santé, ça prend en compte ces 3 types de santé, donc santé humaine, santé animale et santé végétale. Donc, on va commencer par la définition de la santé. En fait, la santé, selon l'OMS, donc c'est un état complet de bien-être, un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, vous avez ici le schéma des déterminants de la santé. Et donc, on voit bien, en fait, que la santé, elle est déterminée à la fois, bien sûr, par nos habitudes de vie, par notre niveau social, etc. Mais, en fin de compte, elle est également déterminée par l'environnement naturel, l'air qu'on respire, l'eau qu'on va boire et donc de manière plus générale le climat, l'écosystème global, la biodiversité. Donc tout ça, c'est des déterminants de la santé donc, qui vont influer en tout cas sur notre état. Alors ensuite, quand on va plus précisément, on va voir de quoi on parle quand on parle de santé environnementale. Alors la santé environnementale, c'est un terme qui est apparu avant le concept d'une seule santé, donc c'est pour ça qu'on va partir de là, parce que d'abord, on s'est intéressé aux impacts de l'environnement sur la santé humaine. Essayer de comprendre les liens entre les deux. Donc ça, c'est déjà assez récent. Donc l'OMS, elle a défini la santé environnementale en 1994. Donc là, je vous ai mis la définition qui est un peu indigeste, mais je vais vous la lire quand même. Ça permet de comprendre à quel point le concept de santé environnementale est très vaste déjà. Alors la santé environnementale, donc ça comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Donc, vous voyez, c'est déjà très large. Et elle concerne également donc, la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et donc surtout ce qui est important, ce qui va nous intéresser ici, c'est de prévention
des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Donc, la santé environnementale, c'est déjà une démarche globale. On va s'intéresser en tout cas à tout ce qui peut influer sur notre santé dans notre environnement quotidien. Donc, il y a un document là qui a été édité par le CEREMA en 2022 qui s'appelle « Agir pour un environnement favorable à la santé » et qui propose notamment dans les actions inspirantes proposées, donc il y a notamment végétaliser les cours d'école. Donc, on est déjà dans cette démarche-là. Donc, juste pour préciser, donc la santé environnementale, ça prend en compte en fait toute la chaîne. Donc, à partir de la source, par exemple, un agent pathogène, un polluant, le média, donc ça va être par quelle voie on va être exposé, donc par l'eau qu'on va boire, par l'air qu'on va respirer, la voie d'exposition, donc par exemple, est-ce qu'on est exposé de manière respiratoire, de cutanée, donc par la peau, digestive par ce qu'on ingère, est-ce qu'on est exposé par la voie fœto-placentaire, par exemple, et puis ça va prendre en compte à la fin les effets sur les organismes cibles. Donc, on va prendre en compte toute la chaîne entre l'exposition à un polluant jusqu'à potentiellement l'apparition d'une maladie chronique ou d'une intoxication aiguë, ou alors, quand on parle des bébés, de certaines malformations congénitales. Donc ça, la santé environnementale, on prend en compte toute cette chaîne-là, alors que, par exemple, l'épidémiologie, on va s'intéresser uniquement aux liens entre l'exposition et les effets, donc notamment au niveau d'une population. Par exemple, l'exposition respiratoire à l'ozone, quel lien ça va avoir avec l'augmentation de l'asthme, par exemple. Donc là, on va étudier l'épidémiologie à l'échelle d'une population et la médecine, elle, va seulement s'occuper de, il y a une pathologie, qu'est-ce qu'on fait pour soigner cette pathologie. Donc la différence avec la santé environnementale, c'est ça, c'est déjà on va s'intéresser à la base, jusqu'aux sources. Et donc, le concept « une seule santé », donc One Health en anglais, il est apparu plus tard, puisque il a découlé en tout cas de cette approche de santé environnementale, sauf qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas encore assez large et qu'il fallait rajouter la prise en compte d'autres paramètres. Donc, le constat de départ, c'était quoi? C'est qu'on s'est rendu compte notamment que 60% des maladies infectieuses chez l'homme sont d'origine animale, ce qu'on appelle des zoonoses, on va en reparler. Donc, quand on est parti de ce constat-là, on a eu donc un accord qui a été signé entre l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation des Nations unies, donc la FAO pour l'agriculture et l'alimentation, en 2010, qui a officialisé en fait l'importance de penser en pensant une seule santé, donc en s'approchant de cette définition qui est de dire que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large est étroitement liée et interdépendante. Donc là, je vous ai mis la définition du concept qui a été rédigée en 2021 seulement là, par le groupe d'experts de Une seule santé au niveau international, donc c'est très récent, la définition du concept. Et en 2022, donc il y a 2 ans seulement, il y a le programme des Nations Unies pour l'environnement qui s'est ajouté à cet accord de coopération sur ces thématiques-là. Donc, en fait, l'approche Une seule santé, elle propose de renforcer la surveillance, la détection précoce et le contrôle des épidémies dans les populations donc animales et humaines, et la prévention, donc c'est ce qui nous intéresse ici au niveau des cours Oasis, donc la prévention en amont des risques d'émergence par la protection des écosystèmes, la restauration et la préservation de la biodiversité, des habitats et des espèces, ce qui va nous intéresser ici. Donc là, je vous ai mis donc le schéma du concept Une seule santé. Donc, c'est bien pour préciser que donc, la santé de l'humain, la santé de l'environnement, mais santé des végétaux, santé des animaux, les 3 sont étroitement interconnectés. Et donc, il y a des exemples. Je vous ai déjà parlé des maladies infectieuses liées d'origine animale, mais on a aussi des liens avec les maladies ravageurs qui vont causer jusqu'à 40% de perte des cultures vivrières. Les espèces végétales qui ont besoin d'être pollinisées et on a une disparition accélérée des pollinisateurs. Donc tout ça, vous voyez que c'est très lié. Alors, on va du coup commencer par voir le lien entre les cours Oasis et la santé humaine. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que mettre en place une cour végétalisée, ça permet de réduire en fait les effets sanitaires qui sont liés aux fortes chaleurs. Alors, on peut déjà partir de la question, c'est quoi les impacts en tout cas des fortes chaleurs sur la santé? Alors, il y a plusieurs choses dont on peut parler. Déjà, il faut savoir que la dernière canicule, donc à l'été 2023, il y a eu plus de 5000 décès qui ont été attribuables à la chaleur en France pendant toute la période de surveillance de l'été.
avec 2 fois plus de recours aux soins d'urgence, donc hyperthermie, donc c'est trop chaud, des coups de chaleur, on va dire, déshydratation et hyponatrémie, ça c'est quand on a une chute du taux de sodium dans l'organisme, notamment quand on va trop boire. On va boire trop d'eau, en excès d'eau et donc ça va faire chuter le taux de sel dans l'organisme et donc ça peut être une raison d'aller aux urgences en cas de canicule. Et on a observé également une augmentation des accidents du travail avec les fortes chaleurs. Également, pas mal de soucis au niveau de l'altération de la santé mentale, donc ça, on va le voir juste après, en plus en détail. Et puis, au niveau de la santé respiratoire, l'augmentation des températures a aussi des impacts importants, puisque quand la température augmente, ça augmente en tout cas la concentration en ozone de l'air. Et l'ozone, en fait, c'est un gaz qui est très irritant pour les muqueuses, donc pour les yeux, pour la gorge, et puis également pour les voies respiratoires. Quand les températures augmentent, on a également une augmentation de la concentration en pollen, et ce qui va aussi favoriser les crises d'asthme et toutes les personnes qui sont allergiques au pollen. Il y en a de plus en plus, ça c'est à peu près 30% de la population en France, va avoir des effets sur sa santé, alors beaucoup plus tôt, puisque on a les températures, les pollens qui vont arriver plus tôt dans l'année à cause de la hausse des températures notamment. Donc là, je vous ai mis l'exemple du bouleau. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen de bouleau. Alors, on s'est rendu compte donc, que l'augmentation des températures augmentait la production de pollen et surtout sur un temps plus long. Et puis que l'augmentation de la concentration en CO2 va aussi favoriser donc, la croissance des végétaux et donc augmenter là aussi la production de pollen. Donc, c'est des effets en chaîne également. Et puis, un troisième effet, en tout cas, c'est que plus l'air est pollué, donc notamment la pollution atmosphérique en ville, dans ville, plus le potentiel allergisant du pollen augmente. Donc ça veut dire plus les effets allergiques vont être importants. Pourquoi? C'est qu'en fait, les particules de pollen vont se lier aux particules fines qui sont émises notamment par les véhicules, par le trafic routier, et ça va augmenter, ça va décupler en tout cas le potentiel allergisant du pollen, parce que ça va pouvoir aller beaucoup plus profondément dans les voies respiratoires. Si par exemple le pollen se lie à des particules ultra fines qu'on appelle les PUF, ça va aller beaucoup plus loin dans les voies respiratoires et donc les impacts peuvent être aussi beaucoup plus importants sur la santé respiratoire. Voilà, donc ça c'est déjà une partie des effets qui est liée aux fortes chaleurs. Et puis on peut parler également des impacts des températures élevées sur la santé mentale. Il y a des études qui ont été faites ces dernières années qui ont notamment montré le lien entre augmentation des températures et troubles de l'humeur et du comportement, l'augmentation de risque de suicide également du fait de l'impact de la chaleur sur le système nerveux notamment, sur le fonctionnement hormonal et le système nerveux. Et puis, une augmentation alors, beaucoup plus importante du risque de mourir pour les patients qui sont déjà atteints par une pathologie mentale, puisqu'il y a une interaction entre la chaleur et les médicaments psychotropes, les diurétiques que peuvent prendre ces personnes. Donc, on a quand même un fort lien aussi entre les canicules et l'altération de la santé mentale. Au niveau de la cour, justement, le choix des revêtements de sol pour réduire ce risque thermique va être important, puisque il y a pas mal d'écoles qui ont fait le choix, en tout cas de terrains synthétiques, de terrains de sport synthétiques, de pelouses artificielles ou de terrains ce qu'on appelle des granulats de pneus, c'est des sols en caoutchouc en fait. Et donc, ils vont à la fois capter la chaleur, puisque le matériau est noir, et puis que la propriété du matériau est aussi de capter la chaleur. Donc, ça va aussi favoriser les fortes températures dans la cour de récréation. Et il y a une étude qui montrait, par exemple, qu'il y a une différence de température avec une pelouse naturelle peut varier de 12 degrés à 22 degrés, donc selon que le terrain se situe en ville ou en périphérie, c'est-à-dire qu'avec une pelouse naturelle, les températures peuvent être réduites quand même de plusieurs dizaines de degrés par rapport donc à ce choix de sol, de revêtement de sol. Et il faut savoir également que la chaleur va favoriser les émissions de substances chimiques qui sont présentes dans ces terrains synthétiques, et notamment des substances potentiellement toxiques pour les gènes, donc comme les
les HAP, donc c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, hein, les HAP, qui sont dans ces terrains-là et donc qui vont être plus facilement émises avec la chaleur. Par rapport à ça, on peut aussi parler, mais là ça concerne moins les cours, mais plus comme c'est lié aussi au bâtiment, mais en tout cas on s'est rendu compte que un toit végétal, par exemple, la température autour du toit végétal est beaucoup plus faible que si on va choisir un toit noir, par exemple en barre d'eau d'asphalte. La différence, vous voyez, elle est de 80 degrés à 29 degrés pour un toit végétal. Donc, le choix des revêtements aussi, donc muraux et des toitures, va jouer sur le microclimat, c'est-à-dire la température au niveau de l'école. Donc, on peut dire que la végétalisation et la désimperméabilisation, surtout des cours de récréation, permet une amélioration du microclimat et la création d'îlots de fraîcheur aussi de ce fait-là. Et donc, contribue à réduire les effets sanitaires liés aux épisodes caniculaires. Donc, en dehors des effets de réduire en tout cas les effets de la chaleur, le fait de choisir des revêtements naturels, donc perméables, de favoriser les surfaces perméables ou semi-perméables, donc comme ce qui se passe dans les cours oasis avec le choix notamment beaucoup du mulch, hein, des copeaux de bois, des pavés enherbés ou éventuellement du sable en tout cas ou du sable stabilisé. Mais en tout cas, ça permet différentes choses, à la fois d'amortir les chutes, donc d'éviter les émissions de substances toxiques. Donc, comme on l'a vu pour les granulats de caoutchouc qu'on va trouver donc, dans les sols souples, on appelle ça des sols EPDM, hein, c'est des revêtements qui sont très utilisés dans les structures, terrains sport synthétiques ou les gazons artificiels. Donc, en plus des HAP dont on parlait tout à l'heure, ça émet aussi pas mal de composés organiques volatiles qui sont allergisants et irritants. Voilà, en concentration élevée, surtout dans les espaces clos, mais quand même aussi à l'extérieur, même si les risques sont moins importants, on a quand même des risques d'irritation, de dermatite, hein, donc de problèmes de peau par contact et de sensibilisation des voies respiratoires sur ces terrains-là. Et il faut rajouter aussi dans les aires de jeu qui sont construites en matériaux synthétiques, différents produits chimiques qui entrent dans la conception, donc les cols, les colorants, tout ce qui est des liants, etc. pour les matériaux. Ça, c'est des émissions de substances qu'on peut éviter avec des aires de jeu en matériaux naturels qui sont proposées dans les cours oasis, notamment le bois, voilà, le métal, etc. Et si on doit parler également du choix du revêtement de sol et donc du risque environnemental aussi des revêtements en granulats de caoutchouc, c'est notamment le relargage en fait de substances toxiques quand il y a au contact de l'eau. Donc quand il pleut, ça va drainer, ça va ruisseler en fait sur ces revêtements et puis emmener différentes substances dans les rivières et dans les nappes phréatiques, notamment dans les rivières, qui vont être notamment des perturbateurs endocriniens, donc qui peuvent perturber le système hormonal de la faune aquatique. Donc on pense aux phtalates, mais aussi au zinc, qui est un des métaux principaux qu'on retrouve dans ce type de revêtement, qui est du coup qui va ruisseler, en tout cas sortir du revêtement au contact de la pluie, de l'eau, et donc se retrouver dans l'environnement. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel on peut penser quand on choisit un revêtement de sol. Et puis les nanoparticules qui vont aussi être emmenées avec la pluie. Et donc ça, avec beaucoup de doutes aujourd'hui sur les impacts que ça peut avoir sur l'environnement. Il y a très peu d'études encore, mais on se doute qu'il y a des problématiques qui peuvent se poser avec ces nanoparticules qui sont extrêmement petites et qui peuvent avoir des impacts dont certains sont encore mal étudiés, en tout cas sur l'environnement. Alors, par rapport à l'impact sur la santé humaine, donc on peut aussi parler de la réduction de la pollution sonore, parce que végétaliser une cour permet de réduire l'exposition à la pollution sonore. Alors, déjà, on peut partir d'un constat, c'est que le niveau sonore d'une cour de récréation est en moyenne à 88-90 décibels. On est déjà dans des niveaux de sonore qui sont très élevés. On est déjà dans des niveaux sonores, vous voyez, sur l'échelle là du bruit. On part de 0 décibel à 80 décibels, on est déjà dans un niveau d'exposition risqué, au niveau en tout cas de la fatigue auditive et des impacts sur l'audition, mais aussi sur la santé de manière générale, on va le voir juste après. En fait, être exposé à des niveaux de décibels à ce stade-là, en tout cas, ça veut dire que même si on est exposé seulement pendant 1 heure, l'oreille, elle a besoin derrière d'une demi-heure environ de récupération en silence, c'est-à-dire de silence pour récupérer, ce qui est difficile lors d'une journée d'école, d'avoir ce temps en tout cas de silence pour que l'oreille récupère. Donc c'est important de travailler sur cette baisse du niveau sonore dans les écoles
et notamment donc dans les salles de classe, mais ça c'est un autre souci, mais notamment là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est la cour de récréation où les décibels sont d'ailleurs plus importantes en général que dans une salle de classe. Et donc en 2018, il y avait une enquête d'un syndicat enseignant qui montrait que 32% déclaraient avoir des problèmes d'audition et 78% considéraient le bruit comme la situation la plus stressante pour un enseignant. Donc ça montre bien que c'est un problème qu'il faut prendre en compte aussi quand on parle de la santé à l'école. Et donc, le coût social du bruit en France, alors je l'ai mis là pour avoir une idée, en tout cas, c'est 147 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème, en tout cas sanitaire, lié à des expositions à des niveaux sonores importants. Les impacts que ça peut avoir, donc d'être exposé à des forts niveaux de bruit sur la santé, en fait, l'organisme va interpréter le bruit comme un signal de danger. Et donc, ça va entraîner des réactions de l'organisme, soit des effets, ce qu'on appelle des effets extra-auditifs, donc de la fatigue, du stress, des migraines, une baisse de la concentration, retard dans les apprentissages, et aussi on voit pas mal les problèmes d'accélération du rythme cardiaque, et puis après, troubles du sommeil, troubles du comportement, pouvant aller donc jusqu'à la dépression. Et puis le seuil de risque pour l'audition, donc au-delà de 80 décibels, ça peut entraîner donc, ce qu'on appelle de la fatigue auditive, avec notamment une baisse de l'audition ou des acouphènes. Donc c'est quand même une question qu'on peut prendre en compte. Alors quel lien du coup avec la cour Oasis? Alors, on s'est rendu compte que la cour Oasis, ça peut agir positivement sur les niveaux sonores. Alors, notamment le choix des revêtements, puisque en fait, choisir des revêtements plus perméables va permettre d'absorber les bruits de choc. Mais il y a aussi un rôle de la végétation, où le son va être absorbé en fait davantage par ce qu'on appelle le substrat, hein, donc la terre, le sable, en tout cas le type de sol qu'on a. Et puis tout ce qui est branchage, les feuillages, etc., va réduire la diffusion du son. Donc ça, c'est une partie en tout cas d'explication. Et on peut aussi voir un autre aspect qui est en fait que le fait d'avoir une cour avec des jeux diversifiés, donc de pouvoir faire des découvertes, des jeux de nature, observer des insectes, faire des trous, etc., en tout cas va apaiser le climat scolaire et les enfants vont avoir aussi des jeux potentiellement plus calmes. Donc ça aussi, ça permet d'agir sur le niveau sonore. Et peut-être dernière chose, c'est de dire que l'exposition à des sons naturels influence le bien-être humain. Donc, plus on est au contact, en tout cas, des sons des oiseaux, du bruit du vent dans les branches, etc. Il y a des études qui ont montré que ça avait un impact positif sur la santé. Bon, c'est un peu, je veux dire, on le sait de manière naturelle, mais c'est vrai qu'il y a des études en plus qui l'ont montré. Du coup, au niveau de l'exposition aussi, le fait d'avoir une cour Oasis donc, va favoriser l'école du dehors et donc va favoriser l'exposition à la lumière naturelle. Alors ça, pourquoi c'est important? Parce que on a à peu près 80% de la population française qui serait carencée en vitamine D. Donc ça déjà, c'est un premier constat qui a été fait. Et puis, on connaît aujourd'hui de plus en plus les impacts, en tout cas, de l'exposition à la lumière artificielle sur la santé. Alors, la lumière artificielle de manière générale, et puis notamment la lumière bleue, hein, ce qu'on appelle la lumière bleue, donc les écrans, la lumière, les LED des écrans ou des ampoules à LED. Et donc, on a plusieurs impacts sur la santé de ce manque d'exposition à la lumière naturelle. Donc, notamment, la lumière artificielle va tromper ce qu'on appelle les photorécepteurs, qui sont en fait, on a derrière les yeux, on a des capteurs qui permettent de capter la lumière la nuit, enfin la lumière du jour ou la nuit, et donc de pouvoir faire l'alternance veille-sommeil. Sauf que cette lumière bleue va tromper en fait ces photorécepteurs messagers en lui faisant croire qu'il fait jour tout le temps. Donc, ça va perturber notre horloge biologique, on va être en décalage horaire permanent et notamment perturber la sécrétion de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc ça a un impact très important sur le corps. Alors, quelques conséquences que ça peut avoir, donc c'est l'irritabilité, la fatigue, jusqu'à potentiellement la dépression, altération de la qualité du sommeil, de la récupération, aussi de la régénération cellulaire pendant la nuit, des troubles hormonaux, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et d'obésité. On s'est rendu compte aussi que le manque d'exposition à la lumière naturelle augmentait les troubles de l'attention et d'hyperactivité chez les enfants. Donc ça peut être aussi intéressant d'un point de vue école. Et puis, augmentation du risque de cancer, puisque notamment, on s'est rendu compte que le travail de nuit pouvait favoriser certains types de cancers.
Notamment, l'Académie de médecine a demandé donc en 2021 de pouvoir classer l'exposition à la lumière la nuit dans la liste des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des perturbateurs du système hormonal et notamment des facteurs de cancer par rapport à ces questions-là notamment. Et pour revenir à la lumière bleue, donc il y a des spécificités par rapport à cette lumière-là qui seraient aussi toxiques pour la rétine en favorisant voilà, la baisse de la vue, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et les enfants, surtout, sont plus sensibles parce que en fait, le cristallin de leur œil filtre moins bien le bleu, en fait, le spectre bleu. Par rapport aux adultes. Donc, c'est important de limiter pour ça l'exposition à la lumière artificielle et de favoriser celle à la lumière naturelle. Alors, du coup, c'est vrai que quand on favorise le réaménagement des cours en pensant du coup à la pratique de l'école du dehors et à comment est-ce qu'on va faire pour que les enfants soient davantage à l'extérieur, on va augmenter du coup les bénéfices d'une exposition à la lumière naturelle. Alors, qui sont quoi? Alors déjà, l'horloge biologique interne, elle se synchronise uniquement par l'exposition à la lumière naturelle. Donc, de toute façon, c'est rien que pour ça, c'est très important parce que de cette synchronisation-là dépend tout le fonctionnement du système hormonal, notamment la sécrétion de la mélatonine, donc comme je disais pour le sommeil, mais aussi de la cortisol pour la vigilance, l'énergie, la mémoire, etc. Donc ça aussi, ça active la production de vitamine D, qui est essentielle au fonctionnement de notre organisme. Et puis, on peut aussi parler de l'effet positif sur ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier. On appelle ça aussi la dépression saisonnière, qui touche de plus en plus de gens et qui en fait arrive surtout à la période de automne-hiver, quand la lumière naturelle est moins importante. Et donc, il y a pas mal de personnes qui vont faire des réactions au niveau trouble de l'humeur de fait d'un manque de lumière naturelle. Et enfin, donc pour terminer sur la partie cours oasis et santé humaine, donc on peut parler de l'importance du contact avec la nature sous deux angles différents. Vous avez certainement déjà eu, je sais qu'il y a eu des webinaires sur le sujet, l'importance du contact avec la nature sur le développement de l'enfant. Donc là, on va seulement parler de deux choses, qui est que le contact avec la terre améliore en fait le microbiote de l'enfant. Donc on s'est rendu compte, par exemple, il y a une étude qui a été menée en 2021 et qui a réalisé qu'en 2 ans, donc le verdissement des cours d'école a permis d'enrichir le microbiote. Alors on appelle ça le microbiote commensal, c'est la communauté en fait de micro-organismes bénéfiques qui vivent dans et sur le corps humain. Donc c'est tous les micro-organismes qui nous constituent et qui permettent qu'on reste en bonne santé, et donc à supprimer les bactéries potentiellement pathogènes sur la peau. Donc il y a un vrai point positif à être en contact avec la terre par rapport au système immunitaire, au renforcement du système immunitaire de l'enfant. Parce qu'un microbiote dégradé, donc un microbiote qui est moins diversifié, ça va favoriser notamment le développement de maladies chroniques et de certaines en particulier, comme les allergies, les plus fréquentes aujourd'hui, en tout cas qu'on va détecter de plus en plus fréquemment, le diabète, l'obésité ou les troubles neurologiques. Donc, plus de biodiversité dans la cour va améliorer aussi le système immunitaire de l'enfant. Et la deuxième chose, c'est que le contact avec la nature réduit le stress, notamment en réduisant la production de cortisol par le corps. Et puis, également de nouvelles études, pas mal d'études aujourd'hui qui montrent la réduction des difficultés émotionnelles, cognitives et physiques liées à un manque d'interaction avec la nature, ce qu'on appelle aussi le trouble déficitaire de la nature. Donc, ça permet de réduire aussi les impacts de ce manque de nature dans le quotidien des enfants. Et donc, plus l'enfant est exposé tôt à la nature, plus les effets sont positifs. Donc, ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Alors, donc on va continuer avec cours oasis et santé animale, donc le lien entre les deux. Alors, ce qui est peut-être une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de contribuer à ce qu'on appelle l'effet dilution. C'est-à-dire, plus on va augmenter la biodiversité et la végétalisation dans la cour, plus on va contribuer à ce qu'on appelle cet effet dilution. Donc, on va repartir de ce constat où 60% des maladies humaines sont des zoonoses. Donc, je vous ai mis la définition, mais les zoonoses, c'est des maladies ou infections qui sont naturellement transmissibles des animaux vertébrés à l'homme. Et donc, il y a à peu près plus de 200 zoonoses qui sont connues aujourd'hui. En France, on va quand même pas mal parler de la maladie de Lyme. Le chikungunya aussi qui arrive un peu en France, et puis tout ce qui est, on a eu l'exemple avec le Covid-19, le SARS-CoV-2, des différents SARS
qui sont aussi des zoonoses. Et après, il y a le virus Zika, Ebola, Nipah. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces différents virus, mais en tout cas, il y a une quantité impressionnante, voilà, de maladies qui sont transmises à l'homme via l'animal, et notamment à partir de l'animal sauvage, et après retransmises à l'homme soit via des insectes vecteurs. Donc là, vous avez sur le schéma les moustiques, les tiques, par exemple, qui vont nous transmettre la maladie, ou alors via ce qu'on appelle des hôtes intermédiaires, c'est des animaux domestiques ou des animaux d'élevage. En fait, le virus va muter dans ces animaux-là avant d'être transmis à l'humain. Par exemple, le virus Nipah, c'était une chauve-souris, enfin, les chauves-souris qui avaient transmis donc au cochon d'élevage, qui a ensuite transmis à l'homme par ce biais-là. La maladie de Lyme, c'est des rongeurs qui vont infecter des tiques, qui vont eux-mêmes infecter les êtres humains. Donc, vous voyez, c'est ces circuits-là qui se passent. Alors, justement, plus on va déforester, donc en fait, pourquoi il y a une augmentation aujourd'hui des zoonoses, c'est qu'il y a une augmentation de la déforestation, la dégradation des habitats naturels, augmentation aussi de l'élevage intensif, de l'urbanisation, du changement climatique, qui va jouer aussi, puisque la période de transmission, la saison de transmission va être de plus en plus longue, notamment pour les tiques, la maladie de Lyme. Et l'augmentation des monocultures et la mondialisation des échanges, forcément, qui va jouer aussi un rôle dans la diffusion de ces maladies. Alors du coup, pourquoi c'est important de maintenir la biodiversité, justement par rapport à ça? C'est que plus on va avoir de biodiversité, notamment animale, mais aussi végétale, mais là on va parler de la biodiversité animale pour ce cas-là, plus on va avoir ce qu'on appelle des hôtes, des hôtes cul-de-sac, c'est-à-dire des hôtes qui ne transmettront pas la maladie. Par exemple, vous voyez sur le schéma, là on parle de la maladie de Lyme, vous avez le rongeur qui va infecter le tique, la tique. Et la tique, après, elle va aller soit piquer un cerf, un rongeur ou un oiseau, mais le cervidé et l'oiseau sont des hôtes cul-de-sac. Ça veut dire qu'eux ne vont pas transmettre la maladie après. C'est des espèces réservoirs, mais qui ne vont pas transmettre la maladie. Alors que le rongeur va continuer de la transmettre. Donc, en fait, si on a une diminution de la biodiversité, donc juste à côté, on va plus avoir d'hôtes cul-de-sac, ou de moins en moins, et donc la maladie va se propager beaucoup plus vite. Puisqu'il y aura de plus en plus ce qu'on appelle des espèces vectrices, donc qui vont proliférer et donc diffuser la maladie. Voilà, donc moins il y a de biodiversité, plus il y a de prolifération de ces espèces qui transmettent, et donc moins il y a ce qu'on appelle de l'effet dilution, qui est extrêmement important pour protéger la santé animale et humaine. Ensuite, donc la cour Oasis permet de diversifier aussi l'habitat faunistique, notamment en ville, c'est-à-dire de proposer aux animaux des endroits pour s'installer en ville, et donc de créer de nouveaux réservoirs de biodiversité, et de participer aussi à ce qu'on appelle le développement des trames vertes et bleues, donc qui permettent une continuité, en tout cas dans la ville, pour permettre aux animaux de se déplacer facilement, enfin les espèces sauvages de se déplacer facilement dans la ville. Et donc là, j'ai mis des exemples de ce qui peut être installé dans les cours Oasis, mais bon, ça a été dit et redit, mais en tout cas, les tas de bois pour abriter les hérissons, les hôtels à insectes, les nichoirs à oiseaux, les ruches, etc., qui permettent en tout cas d'accueillir la faune locale, notamment en ville où elles n'ont plus trop d'endroits où se mettre. Alors, peut-être quelque chose auquel on ne pense pas forcément au premier abord, mais c'est que la cour Oasis, notamment la végétalisation de la cour, permet de réduire les impacts sur la faune qui sont liés à la pollution lumineuse. Alors, la pollution lumineuse, c'est quoi? C'est tout ce qui impacte des éclairages artificiels nocturnes sur l'environnement, donc sur le paysage nocturne, mais aussi sur la faune, la flore, l'être humain, et puis l'observation des étoiles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Et donc, le constat de départ, c'est de dire que depuis les années 90, le nombre de points lumineux dans l'éclairage public, il a plus que doublé, enfin il a aujourd'hui presque doublé en tout cas, et qu'on a plus de 80% du territoire métropolitain qui est exposé à un niveau élevé de pollution lumineuse, donc qui est notamment lié aux lampadaires, aux publicités, aux enseignes lumineuses allumées la nuit. Et donc tout ça, ça a un impact en fait sur la faune, puisque 60% des invertébrés et environ 30% des vertébrés sont exclusivement ou partiellement nocturnes. En fait, la grande majorité des animaux sur Terre sont nocturnes. Et donc là, je vous ai mis des exemples, bon, le hérisson, la chauve-souris, mais le papillon de nuit, les grillons, etc. Il y a plein d'animaux qu'on connaît qui ont une vie la nuit et qui vont être perturbés justement par l'exposition à cette pollution lumineuse. Pourquoi ça va les impacter? Alors, de la même raison pour la même raison que pour les êtres humains, c'est que ça va perturber notamment leur sécrétion de mélatonine, dérégler leur rythme biologique, mais aussi bouleverser leur comportement et les interactions entre espèces.
Donc, par exemple, ils vont avoir plus de mal à se repérer dans l'espace parce qu'elles peuvent être éblouies par les phares de voiture ou par les lampadaires, etc. Ça va modifier le comportement de prédation, de reproduction et de pollinisation aussi. Donc ça, c'est des effets après en cascade derrière. Et puis des collisions d'animaux aussi éblouis par les phares, par exemple. Donc en fait, ce qu'on sait un peu moins souvent, c'est qu'après les pesticides, l'excès de lumière artificielle la nuit, c'est une cause majeure de l'effondrement des populations d'insectes aujourd'hui, puisqu'on est dans la 6e extinction de masse de la biodiversité et les insectes disparaissent à vive allure. Donc notamment des insectes qui sont aujourd'hui presque éteints, en tout cas en très grande menace d'extinction, les lucioles, les grands pans de nuit par exemple. Et donc si les insectes disparaissent, forcément ça compromet aussi la survie des animaux qui s'en nourrissent, donc certains oiseaux, des petits rongeurs, etc., ou d'autres animaux qui vont se nourrir de ces insectes. Et donc, ça va avoir des effets en cascade dont on ne maîtrise pas forcément là, je vous ai mis l'exemple des insectes qui vont être trop attirés par les lampadaires, parfois qui confondent les lampadaires avec la lune, par exemple, et qui vont volter autour du lampadaire jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à être mangés. Donc, c'est une grosse raison, en tout cas, de l'effondrement des populations d'insectes. Donc, c'est vrai que végétaliser les cours, ça contribue à réduire la pollution lumineuse, donc avec les écrans végétaux que vont faire notamment les arbres, les arbustes, etc. Et de préserver des zones sombres, ce qu'on appelle la trame noire. Tout à l'heure, on parlait de la trame verte et bleue, mais là, c'est la trame noire pour les animaux en ville. Et un dernier aspect aussi qu'on peut évoquer, donc c'est la réduction de l'impact de la pollution sonore sur la faune. On a parlé de la réduction de l'impact de la pollution sonore sur l'être humain, mais c'est aussi important par rapport à l'impact sur la faune, puisque le bruit en ville, en fait, il va gêner le système de communication entre les animaux. Alors, de manière générale, au niveau d'un paysage sonore, on est exposé à différents sons. On parle de la biophonie, c'est les bruits qui sont émis par exemple, les oiseaux, les insectes, les abeilles, etc. Ça, c'est la biophonie. La géophonie, ça va être le bruit du vent, le bruit des vagues. On n'est pas trop concerné à Strasbourg, mais en tout cas, voilà, le bruit du vent, le bruit de l'orage, etc., c'est la géophonie. Et puis, l'anthropophonie, c'est le bruit qui est généré par les êtres humains, donc les voitures qui roulent, voilà, les avions, les travaux en ville, etc. Donc ça, c'est le paysage sonore. Et en fait, on se rend compte que les animaux, le bruit va les empêcher de communiquer correctement. Et donc, ça va être, il faut savoir que le système de communication entre eux est impliqué dans beaucoup de comportements. Donc, pour entendre l'appel des petits, d'alerter en cas de danger, pour séduire aussi en période de reproduction, pour rassembler les colonies pour les migrations, etc. Donc, le système de communication est vital en fait pour eux. Et on s'est rendu compte qu'un niveau de bruit trop important entraîne le déclin des populations animales, justement. Alors, on va voir les impacts que ça peut avoir, donc un peu plus détaillés sur l'effet du bruit sur la faune. Alors, ça va avoir des effets sur les troubles auditifs, sur le stress, qui va impacter aussi différents systèmes, donc hormonaux, immunitaires, cardiovasculaires, en tout cas chez les animaux, les lésions d'organes sensoriels également, et puis surtout des effets aussi comportementaux, donc en modifiant la relation proie-prédateur aussi, ça impacte la vigilance forcément. Ça augmente le stress, donc ça peut impacter le nourrissage, c'est-à-dire que les parents vont moins nourrir leurs petits ou en moindre quantité ou moins fréquemment. Empêcher les animaux de communiquer entre eux puisqu'ils ne s'entendent pas, et puis modifier aussi leur déplacement dans l'environnement. Donc, par rapport à ça, la cour oasis, alors forcément, là, on parle à petite échelle, hein, mais c'est quand même important puisque c'est ça, plus ça, plus ça qui va faire que ça peut fonctionner. Mais la cour oasis peut contribuer donc à la création de ce qu'on appelle des trames blanches, c'est-à-dire, là, pour le coup, avec un niveau de bruit limité. Vous voyez, trame noire pour la lumière, trame blanche pour le bruit, et après, les trames vertes et bleues, c'est pour tout ce qui est la végétation et l'eau. Et donc, enfin, notre dernière partie, c'est de voir en quoi la cour oasis va être bénéfique, en tout cas pour la santé végétale, la santé de l'environnement de manière générale. Alors, tout d'abord, on peut parler de la meilleure gestion de la ressource en eau, puisque c'est fait partie intégrante, en tout cas, de l'aménagement des cours oasis, c'est de repenser la gestion des eaux pluviales, donc notamment avec la désimperméabilisation des sols. Donc ça, c'est un des points extrêmement importants des cours oasis, désimperméabiliser. Et donc, en désimperméabilisant et en même temps en végétalisant la cour, on va permettre une baisse du ruissellement. Donc ça, c'est extrêmement important aujourd'hui puisque le ruissellement favorise à la fois les inondations,
puisque l'eau n'est pas retenue, et ne s'infiltre plus dans le sol, et ça va favoriser aussi la sécheresse, puisque de la même manière, l'eau s'écoule sans être retenue nulle part. Donc, en réduisant le ruissellement, on améliore la qualité de l'eau des rivières, puisque les polluants ne sont pas directement embarqués dans les rivières, mais vont s'infiltrer dans le sol et être filtrés par les différentes strates du sol. On va permettre d'augmenter aussi, ça c'est l'évapotranspiration, donc les végétaux qui vont transpirer, donc qui vont permettre en fait de rendre l'eau à l'atmosphère. Donc ça c'est essentiel au cycle de l'eau, en tout cas l'évapotranspiration. Et puis une meilleure résistance des végétaux face à la sécheresse quand on va baisser le ruissellement. Alors là, je vous ai mis 2 exemples d'aménagements qui existent aujourd'hui dans les cours de récréation. Alors, le jardin de pluie, on appelle ça aussi, on a aussi des chemins d'eau parfois qui sont mis, des chemins, on appelle ça aussi, en tout cas, c'est des jardins de pluie. En fait, c'est sec de manière générale, et puis après, quand il pleut, ça va s'emplir d'eau. Donc, les jardins de pluie vont capter et filtrer les eaux de pluie notamment, donc il retient l'eau temporairement, le temps qu'elle s'infiltre en fait dans le sol, et ça permet de prévenir les inondations notamment et de nourrir donc les végétaux. On a aussi un autre exemple d'aménagement là qui est la noue, qui permet de capter, de stocker les eaux de pluie. Et puis l'eau est stockée dans cette noue jusqu'à infiltration ou évaporation. Donc ça, c'est des systèmes qui existent pour améliorer la gestion des eaux de pluie, en plus donc de la désimperméabilisation des sols, en enlevant le goudron. Donc là, on a un autre aspect qui est du coup forcément en végétalisant une cour oasis, on va améliorer la biodiversité végétale en ville. Alors ça, sous certaines conditions évidemment, mais ce qu'on peut dire, c'est que le changement climatique aujourd'hui, il impacte l'évolution de la biodiversité en modifiant notamment le cycle de vie des plantes, puisque on va avoir avec les chaleurs qui arrivent plus tôt une floraison plus précoce, donc qui va forcément aussi impliquer derrière un changement de cycle de vie chez les espèces animales qui sont liées à la floraison, donc notamment les pollinisateurs, qui vont vivre, eux, au rythme des floraisons, donc ça va changer aussi leur cycle de vie. Donc ça, c'est des impacts dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont importants puisque ça va déséquilibrer derrière toute la chaîne. Donc si les espèces n'ont pas le temps de s'adapter à cette modification, il va y avoir une chute forcément, une mortalité plus importante des espèces et donc une chute de la biodiversité. Par rapport à ça, l'augmentation de la biodiversité végétale, c'est un autre aspect, va permettre aussi de réduire la concentration en pathogènes, en parasites. Donc, on parlait tout à l'heure de l'effet dilution avec les animaux, mais on a aussi un effet dilution qui est engendré par la diversité des espèces. Notamment, là, il y a un exemple au-delà de 30-35 espèces d'arbres en forêt, on a une vraie réduction des pathogènes. Donc, en fait, quand il y a plus d'effet dilution, on a aussi une meilleure résistance forcément des végétaux face aux différents aléas, notamment les parasites, les maladies, etc. Donc voilà l'enjeu de préserver la biodiversité qui est déjà en place, mais surtout de redévelopper les écosystèmes en aménageant plus d'espaces végétalisés, donc ce à quoi participent les cours oasis. Donc là, je vous ai mis le catalogue des végétaux des cours oasis qui a été élaboré par le CAE de Paris, donc est disponible en ligne si ça peut intéresser, si ça peut vous intéresser. Et donc, les bonnes pratiques, forcément, c'est ce que je disais, ça peut fonctionner sous certaines conditions pour que ce soit le plus positif possible pour la végétation. C'est déjà de favoriser les espèces autochtones, donc les espèces endémiques ou indigènes, en tout cas les espèces locales, puisque la flore locale, c'est quand même la première ressource alimentaire des insectes locaux, notamment, ou des oiseaux ou des mammifères herbivores. Donc, c'est-à-dire la faune locale, elle est adaptée pour la flore locale. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, puisque si on met des végétaux qui ne sont pas locaux, les animaux ne vont pas forcément savoir s'en servir pour se nourrir. Donc, on va avoir un problème qui va se poser à ce niveau-là. Et ça permet aussi de limiter l'invasion des espèces exotiques envahissantes qui font partie du problème aujourd'hui, notamment, peut-être vous avez entendu parler de l'ambroisie, ce type d'espèces qui se développent très vite et qui peuvent être vite un problème de santé publique, notamment au niveau des allergies. Alors, ce qui est important également, c'est de créer des habitats multiples, c'est-à-dire on peut mixer les hauteurs de strates, ce qu'on appelle des strates herbacées, des strates arbustives, et le type de plantes aussi à diversifier, des plantes avec des feuilles persistantes, des feuilles caduques, donc qui vont tomber, des plantes florales avec fleurs ou sans fleurs, avec feuilles ou avec juste des feuilles, etc. Donc en tout cas de diversifier le type de plante pour créer un habitat diversifié pour la faune et pour permettre aux espèces aussi
d'éviter la diffusion, en tout cas, de parasites et de maladies plus facilement. Et donc de sélectionner des essences adaptées pour une cour d'école, hein, ça c'est ce qui est fait de toute façon par les paysagistes, avec des végétaux non toxiques, non épineux, résistants, et puis si possible qui nécessitent peu d'entretien. Et donc les autres bonnes pratiques, c'est donc par exemple de choisir des végétaux en fonction des interactions positives qu'elles peuvent avoir entre eux, qui peuvent avoir entre eux. Donc pour permettre aussi une autogestion des parcelles, qui ont moins d'entretien, et puis de se protéger mutuellement contre les parasites. Là, j'ai mis l'exemple d'une photo là, du tilleul qui, par exemple, s'adapte bien pour être associé à la fougère en pied d'arbre, par exemple. Voilà. En tout cas, il y a différentes interactions qui peuvent se passer positivement entre les plantes, et ça peut être intéressant d'en tenir compte aussi sur le choix des végétaux. Un autre exemple aussi, c'est de végétaliser partout où on le peut, donc les pieds d'arbres, les façades murales, les grillages, c'est-à-dire que parfois dans les cours, il n'y a pas forcément de possibilité de végétaliser partout, enfin, au niveau du sol, mais on peut végétaliser à d'autres endroits, notamment sur les pergolas, les murs, les grillages, etc. Donc ça, avec des plantes grimpantes. Donc partout où on le peut, c'est bien de réussir à végétaliser. Et enfin, ça permet de mettre le végétal au service de la pédagogie, mais ça, vous l'avez déjà certainement entendu et réentendu, donc en associant les enfants à la végétalisation et à l'entretien. Et donc, dernière chose, améliorer la végétalisation, en tout cas diversifier la végétalisation d'une cour, permet d'aider les plantes à s'adapter au changement climatique. Donc, ça, c'est important également pour cette raison-là, puisque pour améliorer la résilience et la résistance dans des écosystèmes face à ce changement climatique, il y a plusieurs aspects. Il faut augmenter la complexité des interactions entre les plantes, c'est-à-dire augmenter la compétition entre elles, mais aussi la symbiose entre les différentes espèces, augmenter la diversité des espèces sur une même parcelle, et maintenir une bonne qualité du sol. Alors ça, c'est extrêmement important puisque le sol fait partie des puits de carbone les plus importants pour absorber en tout cas le dioxyde de carbone en quantité. Donc en maintenant une bonne qualité du sol, on lutte aussi contre le réchauffement climatique. Et donc, je vous ai mis là la définition de la résistance et la résilience, qui sont deux termes un peu assez proches, mais qui ne désignent pas tout à fait la même chose. Donc, la résistance, c'est la capacité à ne pas trop bouger sous l'effet d'une perturbation. Donc, la plante, comment elle va résister, par exemple, au changement climatique. Et la résilience, ça va être la capacité à revenir à un état antérieur après une perturbation. Donc, voilà, c'est un peu des termes un peu différents, mais on entend les deux quand on parle de cette adaptation au changement climatique. Donc, j'ai mis l'exemple dans une prairie. Voilà, plus le nombre d'espèces est élevé, plus la prairie est résistante à la sécheresse, d'une prairie fleurie, par exemple. Donc, ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Et donc, la biodiversité est indispensable pour lutter contre et ou s'adapter au changement climatique. Donc, pour terminer, donc, planter des arbres est une politique de santé publique. Donc, ça, on peut l'avoir aussi dans un coin de la tête quand on pense à la végétalisation de la cour. Et peut-être juste un dernier petit point un peu technique, mais en tout cas, aujourd'hui, ça se développe pas mal de vouloir faire des prairies fleuries. Il y a quand même un point de vigilance à avoir par rapport à ça, c'est le choix des graines et des espèces qu'on va mettre dans cette prairie fleurie, puisqu'on s'est rendu compte que parfois, dans les sachets de graines qui sont utilisés pour faire ces prairies fleuries, on a un mélange de semences qui sont, par exemple, des variétés ornementales d'espèces sauvages, c'est-à-dire que c'était des espèces sauvages à la base, mais qui ont été sélectionnées pour en faire des variétés ornementales, ou alors des variétés de fleurs qui ne sont pas attractives pour les pollinisateurs ou seulement pour les abeilles domestiques. Donc, en fait, il y a ainsi un risque de ce qu'on appelle de pollution génétique, c'est-à-dire de croisement entre des vraies espèces sauvages et des espèces sauvages qui ont été sélectionnées ou modifiées pour être adaptées à d'autres usages. Et donc, c'est important de bien choisir, voilà, de bien contrôler l'origine des plants et des semences pour ne pas entraîner une dégradation de la biodiversité génétique locale. Donc ça, c'est un peu technique, mais c'est bien de l'avoir en tête parce qu'aujourd'hui, voilà, on fait des prairies fleuries à tout va, mais il y a aussi cette question-là à avoir en tête par rapport à la biodiversité. Voilà, donc pour terminer, s'il y avait 3 notions clés à retenir, donc ce serait que déjà, petit 1, la végétalisation des cours participe à l'amélioration de la santé des enfants et de l'équipe pédagogique, donc en limitant notamment les effets liés à la chaleur, au bruit, l'exposition à la lumière artificielle, donc en favorisant surtout l'exposition à la lumière naturelle, en limitant les émissions polluantes liées aux matériaux synthétiques des sols ou des aires de jeu,
et puis avec des effets positifs sur le microbiote et la santé mentale. Ça peut être déjà un premier axe. Deuxième axe, donc, c'est que les cours oasis contribuent à limiter l'effondrement de la biodiversité animale, donc en luttant contre alors à leur échelle, hein, toujours évidemment, mais contre les zoonoses, limiter l'impact de la pollution sonore et lumineuse sur la faune, et puis aussi permettre d'offrir des espaces urbains accueillants pour la faune qui est en ville. Et dernier point, donc, c'est que la gestion des eaux pluviales et la végétalisation diversifiée favorisent donc la résilience et la résistance des végétaux, avec une meilleure gestion du cycle de l'eau, un choix d'espèces locales et diversifiées, qui va du coup favoriser l'adaptation des végétaux au changement climatique. Donc, on a bien ces trois aspects-là, la santé humaine, la santé animale et la santé végétale. Donc voilà, on peut dire que l'éco-oasis participe vraiment de manière très intéressante à ce concept de l'OMS qui est le concept une seule santé. Voilà, alors je vous ai mis après donc dans le diaporama, parce qu'après on va passer aux questions, mais en tout cas quelques références si vous voulez aller plus loin, notamment voilà, un livre sur la santé environnementale, donc que j'ai coécrit avec que j'ai écrit, qui a été publié en 2021, et puis des livres donc ou des rapports notamment sur le lien entre bruit et biodiversité, sur la pollution lumineuse. Alors Séverine, qui organise le webinaire, est très au point aussi sur ce sujet-là si vous avez des questions pointues. La fabrique des pandémies, qui est intéressant aussi par rapport à l'histoire notamment du Covid-19, mais aussi à toutes ces zoonoses, en fait, comment est-ce que la dégradation de la biodiversité favorise la transmission de ces pathologies. Et puis deux rapports qui peuvent être intéressants, que vous avez peut-être déjà vu passer, Repenser la cour de récréation, qui a été fait par Bruxelles, et puis Agir pour un environnement favorable à la santé, donc que j'avais déjà cité. Je vous ai mis les références scientifiques qui sont que j'ai utilisées pour ce diaporama, s'il y en a que ça intéresse pour aller plus loin. Et sinon, voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, et puis je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup d'abord, Clémence, pour la richesse de ton exposé. Et je pense aussi à des pistes auxquelles qu'on n'a pas forcément à l'esprit, hein. Peut-être pour ouvrir un peu le débat, j'aimerais te poser une question en forme de provocation. C'est que quand on a joué dehors, quand on a été dans un parc ou en forêt ou enfin en extérieur, on insiste toujours beaucoup pour que les enfants se lavent les mains. Alors, ce que tu dis par rapport à l'intérêt donc de toucher la terre, d'être au contact de la terre pour le microbiote, ça paraît contredire hein, cette règle voilà, qu'on a toujours apprise et qu'on continue bien sûr à faire appliquer aux enfants. Alors voilà, je ne sais pas comment tu peux réagir à ça. Est-ce qu'il faut manger la terre finalement? Après, ça dépend laquelle, bien sûr, parce qu'une terre polluée, c'est vraiment pas conseillé de l'ingérer. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens quand j'imagine que tu as régulièrement ce type de réflexion? C'est-à-dire que le type de réflexion qu'on a souvent, c'est de toute façon, on vit dans une société aujourd'hui qui est hyper hygiéniste. Donc, on a quand même une relation à l'hygiène qui est un peu déformée, en tout cas qui est trop importante par rapport à ce qu'il faudrait pour notre santé. Après, donc ça, c'est plutôt le problème, c'est l'hyper-désinfection, c'est l'hyper-utilisation des gels hydroalcooliques, etc., qui s'est en plus accentuée après le Covid aussi. Après, le lien avec la terre, c'est évidemment extrêmement important que les enfants puissent jouer au contact avec la terre. Après, mettre de la terre sur les aliments, les manger, c'est peut-être moins agréable déjà. Donc, bon, c'est vrai qu'on continue de dire, ça me paraît normal quand même de se laver les mains avant d'aller manger par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on a souvent cette problématique d'ailleurs dans les cours oasis, et peut-être les enseignants peuvent le confirmer, c'est que une des problématiques qu'on a qu'il y a eu quand même au départ de ces projets-là, c'est quand même la question de les enfants vont se salir. Et ça, c'est un problème qu'on a encore aujourd'hui, hein, cette relation à la terre et à la saleté.
ce qu'on appelle la saleté, mais c'est vrai que, en tout cas, on sait que pour la santé, c'est vraiment important que les enfants soient en contact avec la terre. Et c'est vrai que je pense qu'au début, on a fait des cours de récréation goudronnés partout, aussi pour éviter, alors à la fois l'entretien, mais qu'il y ait trop de contact aussi avec la gadoue, avec la boue. Et donc ça, on revient en arrière par rapport à ça, et c'est très bien, puisque voilà, on voit l'importance pour le renforcement du système immunitaire. De la pression humaine, en particulier durant le temps de récréation, sur la biodiversité, ne doit-on pas sanctuariser des zones dédiées à la biodiversité dans les cours? Oui, alors du coup, ce qui est dans le rapport là qui s'appelle, alors je l'avais mis là, catalogue des végétaux des cours Oasis, je sais pas, donc c'est monsieur Materne qui posait la question. Monsieur Materne, je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce document, mais en fait, il y a une partie qui s'appelle zone piétinable, choix des végétaux pour les zones piétinables. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de se renseigner notamment par rapport à ça, parce qu'il y a des propositions pour justement ces zones qui vont être extrêmement utilisées par les enfants pour choisir les bons végétaux, en tout cas adaptés à ces zones-là. Et puis après, sur sanctuariser des zones, alors ce qui est important, c'est d'avoir en effet des zones où on ne va pas forcément couper la végétation, enfin tout le temps tailler, couper, mais qu'on va laisser des zones un peu de biodiversité un peu plus sauvage, on va dire. Peut-être un peu écarter les enfants, ou alors, ce qui est important, c'est la sensibilisation, en fait. Hein, c'est souvent lié à la sensibilisation. Et du coup, comment est-ce qu'on va faire pour que les enfants comprennent qu'il faut pas, on peut pas aller marcher, courir partout, ou alors dans ces cas-là, si c'est le choix de l'école, de laisser piétiner toutes les zones. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, par exemple, il y a des zones de végétalisées en pied d'arbre, etc., qui permet aussi d'augmenter la biodiversité à différentes zones, là où les enfants n'iront pas forcément piétiner, notamment les façades, les grillages, les pergolas, etc. Mais c'est vrai que par rapport à ça, ce catalogue-là, il est intéressant. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il mettait là, il faudrait, parce que c'est un gros document, mais mais il y a quand même une grosse partie sur les zones piétinables. Ce serait intéressant de jeter un œil, à mon avis, sur ce qu'il propose sur ces zones-là. Je vais demander un petit peu, je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, mais la nature, on dit qu'on l'aime, mais on l'aime quand elle ne nous dérange pas trop. Et la problématique du moustique tigre est très très présente dans la région. Donc là, les dernières instructions, enfin, ce qu'on entend beaucoup récemment, c'est vraiment de faire tout ce qui est possible pour éviter la stagnation de l'eau. Et donc, on est parfois pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'il y ait des zones où les enfants puissent comme être en contact avec l'eau, ou en tout cas voir l'eau couler, voir le cycle de l'eau aussi tout simplement, mais il est indispensable que l'eau puisse s'infiltrer immédiatement. Donc ça, je pense que tu ne le contesteras pas, mais je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose. Et puis je pensais aux tiques, évidemment, parce que je ne sais pas si on a pu observer des tiques en milieu urbain. Est-ce que tu sais si dans les parcs, par exemple, à Strasbourg ou ailleurs, les tiques sont présentes? Est-ce que tu avais je sais pas, des compléments à nous apporter par rapport à ces deux questions-là? Alors, par rapport aux tiques dans les parcs, je ne sais pas trop. Je sais que c'est plutôt dans les forêts, notamment la forêt de la Roberceau, forêt du Nord, etc., où on peut, donc les forêts autour de la ville, où on a plus on va dire, de risques d'être en contact avec des tiques. Dans les parcs, je ne sais pas. Peut-être, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes, là, notamment Monsieur Materne, qui travaillent sur les. Peut-être que quelqu'un aurait la réponse, mais je ne sais pas trop s'il peut y avoir des tiques dans les parcs. Ça, c'est une bonne question. Ça, je ne sais pas. Autre question qui était quoi? Moustique tigre. Ah oui, le moustique tigre, bah, c'est-à-dire c'est pour ça aussi qu'on va favoriser dans les cours oasis, notamment les installations où l'eau ne reste pas. Donc ça, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a à la fois pour les risques, parce qu'on ne va pas installer des mares, des étangs dans les cours, voilà, rien que pour le risque de noyade. Mais par contre, il y a aussi cette question-là. C'est pour ça que les installations dont je parlais juste avant, les jardins de pluie ou les noues, c'est des endroits où l'eau n'est pas censée rester, en fait. L'eau, elle va arriver, elle va. Ah oui, dans les herbes hautes, oui, en effet, parce que dans les jardins, il y a dans les herbes hautes, dans les jardins, on peut trouver des tiques. Donc c'est possible, en effet, dans les parcs aussi.
Mais, en effet, oui, merci. Et donc, par rapport à ça, oui, c'est pour ça qu'il y a cette question de la gestion des eaux pluviales. Elle va intégrer également ça, c'est-à-dire que l'eau n'est pas censée stagner, elle n'est pas censée rester, elle va s'infiltrer doucement dans le sol et ne va pas rester très longtemps en tout cas. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de ces aménagements-là pour la gestion des eaux de pluie. Et puis après, il y a toute cette réglementation autour des réservoirs d'eau, des récupérateurs d'eau de pluie. Voilà, c'est très complexe en école, justement à cause de ça, à cause des moustiques tigres. Et puis aussi du fait que les enfants ne doivent pas avoir accès à l'eau de pluie, donc même pour arroser le jardin, il faut que ce soit un adulte qui le fasse. Donc c'est compliqué un peu d'installer des récupérateurs d'eau dans les écoles. Et ce qui est important, c'est que de toute façon le réservoir soit bien opaque, complètement opaque, pour éviter complètement fermé et opaque pour éviter le développement de moustiques tigres. Et puis voilà, je vois en effet la conversation plus d'oiseaux, moins de moustiques, c'est exactement la question de la chute de biodiversité qui favorise l'émergence de ces pathologies, puisque en effet, plus il y a de moustiques, moins il y a d'oiseaux, plus il y a de moustiques, mais c'est aussi que c'est des moustiques qui ne sont pas forcément adaptés à nos régions, qui sont arrivés d'ailleurs. Et donc, les oiseaux d'ici, alors là, il y en a certainement qui mangent des moustiques tigres, mais ce n'est pas leur nourriture de base non plus. Donc, il y a aussi cette question-là, c'est qu'il y a des insectes qui n'ont plus leurs prédateurs naturels puisqu'ils arrivent d'autres zones de la planète. Donc, il y a aussi cette question-là. Donc, en effet, forcément, la chute des populations d'oiseaux entraîne aussi la prolifération d'insectes qui sont nuisibles, évidemment. Donc, il faut faire attention, notamment dans les cours, à ne pas laisser des plantes, par exemple, ça, on n'y pense pas toujours, mais parfois, on met des plantes en pot, et en dessous le pot, on met une petite coupelle pour récupérer l'eau du pot. Et donc, c'est ça aussi ces endroits-là, ces coupelles d'eau sous les plantes peuvent être des réservoirs important pour les moustiques tigres. Donc, c'est ce type d'eau stagnante aussi qu'on peut surveiller dans les cours de récréation, même à la maison, évidemment, au jardin. Oui, bonjour. Moi, je voudrais déjà vous remercier pour ce webinaire qui était très intéressant. Merci. Et je suis d'autant plus touchée par ça parce que voilà, j'ai fait de la géographie. Et en fait, c'est juste de la géographie humaine. Et est-ce que vous intervenez dans d'autres localités? Moi, j'habite à Célestat et je trouve que il n'y a pas vraiment une politique de végétalisation. Hein. Là, ils essayent, mais moi, ça me met en colère, en fait. Parce qu'ils nous font des annonces incroyables. Et en fait, quand on voit qu'il y a des pavés partout, ils plantent 3 arbres, ils ne poussent pas. Et franchement, moi, ça me met hors de moi. Voilà. Alors ça, sur les interventions sur Célestat, il faudrait peut-être voir avec Éco-Conseil parce que pour le coup, moi, donc Séverine là qui représente Éco-Conseil, parce que pour ma part, moi, je suis plus dans la région Grand Est, mais par contre, il y a en effet pas mal il y a Éco-Conseil et puis il y a d'autres associations qui interviennent sur ces sujets-là, mais c'est vrai que alors, moi, je suis d'accord avec vous. Il y a une colère quand même. Enfin, moi, c'est-à-dire, je me vois toutes les cours de récréation, notamment, qui auraient besoin d'être désimperméabilisés et végétalisés, notamment avec ces canicules qui sont de plus en plus tôt dans l'année. Et donc, les enfants qui sont sur ces cours goudronnés à 40 degrés, par 40 degrés à l'ombre. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau des cours de récréation, notamment, mais aussi de la végétalisation en ville. Et donc, là-dessus, je pense que Éco-Conseil, en tout cas sur les cours Oasis, ils sont assez spécialisés. Et puis après, il y a d'autres associations, je pense au niveau local, et même à Célestat, hein, qui peuvent intervenir sur la question de la végétalisation. Voilà, je ne sais pas, Séverine, si tu veux pouvoir compléter là-dessus. C'est un peu la question de la politique communale sur les trames vertes et bleues. La trame verte et bleue n'a pas c'est pas une contrainte réglementaire. Les plans, les schémas de cohérence territoriale, par exemple, il y a différents niveaux administratifs qui peuvent intégrer la question de la trame verte et bleue, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est surtout d'arriver à faire évoluer les mentalités sur la biodiversité ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des tulipes ou des fleurs pour que la biodiversité soit présente, mais c'est surtout laisser des zones où on laisse faire, en fait. Et le plus difficile, c'est de ne rien faire, finalement. C'est de laisser de la place au spontané qui permet aussi d'abord aux espèces locales de se développer, donc d'éviter d'avoir
à la fois des espèces horticoles qui ne sont pas forcément intéressantes pour les pollinisateurs, mais aussi des espèces exotiques qui vont se développer. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué, quoi. Parce que les villes fleuries, c'est bien, c'est joli, etc. Mais en termes aussi de sécheresse et de manque d'eau l'été, il y a pas mal de communes qui s'orientent vers vraiment des espèces locales avec des semences locales aussi qui sont adaptées en fait au climat et qui sont plus diversifiées génétiquement, qui résistent mieux. Et donc c'est souvent dans ce sens-là qu'il faut essayer de pousser et de convaincre les élus, mais voilà, il y a toujours des personnes dans la population qui trouvent que ça fait sale. Mais bon, avec la disparition avec l'interdiction des produits phytosanitaires en ville depuis longtemps maintenant, ça devrait s'améliorer. Mais en fait, le mieux, c'est effectivement de ne rien faire, de laisser des zones où on laisse la nature se développer elle-même. Voilà. C'est surtout là, C'est vous long. disiez donc, c'est Marie, hein, je crois. Vous disiez qu'il y a les arbres qui sont plantés avec avec des pavés autour, etc. Il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire de travailler en parallèle de la végétalisation, vraiment sur la désimperméabilisation et donc sur libérer les arbres qui sont souvent entourés de matériaux qui les empêchent de pousser. Et donc il y a une réflexion en fait hyper globale sur ces sujets-là. Et après, on a des paysagistes qui sont de plus en plus formés, mais c'est vrai qu'il y a aussi une question de formation à la base sur ces sujets-là qui n'est pas encore complètement, on va dire, à la page par rapport aux enjeux. Donc, il y a parfois des personnes qui ont été formées et qui ne sont pas au point sur ces différents enjeux-là. Donc, il y a aussi une question de formation à la base et ça ne se règle pas malheureusement hyper rapidement. Donc, il y a aussi cette question-là à avoir en tête. Mais c'est vrai que peut-être faire une formation, une conférence auprès des élus, en tout cas sur ces sujets-là, organiser ce type d'événements pour informer, former sur cette question-là de la végétalisation urbaine. Ça pourrait être intéressant aussi pour peut-être casser certains préjugés, voilà, comme disait Séverine, surtout en Alsace où il y a cette envie de propre. Donc il faut que tout soit bien au cordeau, voilà, qu'il n'y a rien qui dépasse. Et ça, c'est aussi une question de vision à changer sur la biodiversité. Et ça, c'est pareil, voilà, ça se fait pas en 2 jours, mais bon, il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Si on commence à sensibiliser les enfants maintenant, avec un peu de chance, ça marchera mieux dans les prochaines années. Moi, par rapport aux formations, entre autres, il y a la formation du cinébusseur. Je crois que c'est la ville en plus qui la finance, hein, sur l'école du dehors. Donc là, moi, j'ai déjà fait deux fois 3 heures et on a encore 3 heures au mois de mai. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette par rapport aux activités proposées. Et puis, voilà, on voit un petit peu ce qui est accessible. Moi, du coup, je suis dans l'école Saint-Jean. On n'est pas encore végétalisé, mais voilà, il va y avoir beaucoup de changements. Et puis, il y a la place d'Agneau aussi. Et même, voilà, on peut se rendre à Portales en transport en commun. Donc, voilà, ça donne plein de pistes. Et je crois qu'ils vont la reconduire l'année prochaine. Donc, voilà, ceux qui sont intéressés, c'est vraiment une chouette formation à faire pour les enseignants. Oui, merci pour ce partage parce qu'en effet, voilà, comme je disais, c'est souvent un manque aussi de formation et c'est vrai que c'est bien que ça se développe ce type de formation. D'ailleurs, indispensable quand on met en place une cour Oasis, hein, c'est vraiment indispensable que les enseignants en parallèle ils puissent avoir aussi des pistes pour utiliser ces aménagements et améliorer voilà, l'utilisation des espaces extérieurs pour l'école du dehors. Alors après, il y en a qui ont des idées de même et c'est très bien, mais aussi parfois, comme vous dites, ces formations permettent de donner des pistes différentes et puis d'avoir des idées pour utiliser ces aménagements et sortir davantage les enfants dehors. Je peux préciser peut-être pour les personnes qui ne le connaissent pas que M. Materne est référent technique territorial, je crois, enfin RTT, voilà, et référent aussi sur les questions de végétalisation dans les cours. Ah oui, problème du micro, d'accord. Enjeu global, en effet, les labels sont omniprésents. Concours fleuri. Moi, ce que j'ai constaté, hein, c'est que parmi les paysagistes, il y a des sensibilités différentes. Il y a encore beaucoup de paysagistes qui ont été formés dans l'idée d'avoir une palette végétale qui soit riche sur le plan des couleurs, par exemple, mais du coup, qui ont quand même pas mal recours encore aux fleurs, enfin aux plantes ornementales. Alors, il y en a certaines qui sont certainement intéressantes, hein, mais
je sens que voilà, il y a encore beaucoup d'évolutions aussi qui peuvent se faire de ce côté-là, du côté des professionnels. Alors, Monsieur Mater nous dit, l'idée de former les élus est très intéressante, car encore aujourd'hui, nous sommes sur ce webinaire entre personnes convaincues. Eh bien, oui, je partage absolument votre point de vue, mais c'est vraiment très général, ça, oui. Oui, je partage également. C'est vrai que ça fait pas mal d'années que je, c'est pas que je lutte, mais c'est-à-dire que je milite pour aussi pour pouvoir que les élus puissent être formés à ces questions-là, parce que la décision politique, en fait, elle est très importante dans tous ces grands enjeux. Et il y a beaucoup de projets qui dépendent de la décision politique. Et donc, si les élus ne sont pas formés à ces questions-là, il y a beaucoup de choses qui traînent en longueur, donc qui pourraient être, en tout cas être accélérées et puis avec plus d'impact. Donc, je suis entièrement d'accord et c'est un vrai, voilà, un vrai combat encore à mener, en tout cas, pour que les élus puissent être formés sur ces questions et puis rapidement, parce que les enjeux sont là et que l'urgence, elle est là aussi, même si on n'a pas trop parlé là ce soir, mais c'est vrai qu'on le sait, voilà, l'urgence est là, donc ce serait important que ça accélère aussi à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, hein, Monsieur Materne, à en parler autour de vous, à vos élus référents, et puis que ça puisse se diffuser aussi à ce niveau-là. Je peux aussi informer les personnes qui sont présentes qu'il y a un travail actuellement, il y a un groupe de travail végétaux, plantation, qui s'est créé à l'initiative donc de Jean-Charles Guimard, pour essayer justement d'avoir une réflexion plus large sur les espèces qu'on va favoriser dans les cours. Parce qu'au-delà bon, effectivement, il faut éviter que les enfants ne s'intoxiquent, ça, tout le monde est d'accord, mais voilà, il y a des plantes qui sont quand même très intéressantes, comme les orties, comme le lierre, qu'on va pas mettre directement forcément en contact des enfants, mais qui peuvent avoir un rôle très, très intéressant dans la cour. C'est aussi beaucoup une question de localisation. Et on s'est peut-être parfois interdit de mettre des espèces voilà, qui peuvent jouer un rôle. Donc, c'est en cours de réflexion et c'est une très bonne chose. Alors, Anne-Laure nous remercie. Voilà, qui est absolument convaincue du bienfait de votre projet, qui va être le vôtre aussi, qui va être partagé. Voilà. OK, bah, on arrive au terme de l'horaire qui était convenu. Merci beaucoup à Clémence, voilà, Merci pour à tout toutes le ces monde. informations très, très riches, très intéressantes.